rapidement. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Donc, on a 15 minutes. Enfin, du coup, j'ai débordé d'1 minute, j'ai triché. Donc, on a 14 minutes pour des questions-réponses. Et après, ce sera Madame Keita qui enchaînera sur EFAGE. Et donc, merci pour cet exposé très brillant. Chers participants, vous avez la parole pour vos questions à M. Elliott. Vous pouvez écrire les questions dans le chatbot comme vous avez déjà écrit. Ainsi, je vais les relever. En même temps, on va les envoyer à l'expert pour vous satisfaire en termes de réponse. Je vous remercie. Donc, Monsieur Fassou, c'est vous qui m'indiquez les questions, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, je vais relever les questions. Je vais relever les questions, je vous indique ça. OK, merci. En attendant, peut-être que nous pouvons commencer par la question qui a été posée là, pour qu'on puisse enchaîner assez rapidement. Le temps que M. Fassou relève l'ensemble des questions, peut-être que M. Elliott, vous pouvez déjà… alors, on a une question de Nora qui demande le plus pressé, le plus efficace, n'est-il pas de s'orienter d'abord à la réduction du méthane, comme cela a été évoqué plusieurs fois lors de la COP 26. Puis après, nous pourrons enchaîner avec les questions que M. Fassou vous posera. Ouais. Merci, Karine. Vous avez déjà relevé ça, mais j'ai cru qu'on allait relever après. Donc, si on va bout à bout, c'est encore plus bon. Merci, Karine. Donc, pour répondre à la question, en fait, tout est prioritaire. Enfin, la baisse est tellement importante, les changements de modèle sont tellement importants que, enfin, de ce que je vois, le méthane, effectivement, hein, c'est un pouvoir de réchauffement global 28 ou 30 fois plus important que le CO2, ça dépend des sources. Donc, il faut le réduire. Mais comme le CO2, c'est à peu près 75% du problème. Ça dépend des sources, encore une fois. Le méthane, le N2O, ça fait un peu le reste. Et puis, il y a les CFC. Il faut tout réduire. Mais si on réduit le méthane, par exemple, il y a des co-bénéfices. Parce que si on réduit, par exemple, la consommation de bœuf, non seulement on déforeste moins, donc il y a moins de problèmes, on réduit l'impact CO2, mais en plus, on réduit l'impact méthane avec les vaches. Si on réduit la consommation de gaz naturel, on réduit les émissions de CO2 et en plus on réduit les fuites de méthane sur les réseaux gaziers qui sont très importants, enfin qui sont non négligeables. C'est la combustion du gaz qui est plus important en termes de pouvoir de réchauffement global. Bref, il y a des co-bénéfices un peu à trouver et en fait tout est prioritaire de ce que je vois. Il n'y a pas vraiment de… faut tout régler. Et tout en ayant en tête que cette vision systémique, où il ne faut pas trouver des solutions un petit peu des optimums locaux, c'est vraiment un système et trouver quelque chose qui fonctionne au niveau système, et pas travailler en silo. Est-ce qu'il y a une autre question en attendant? Oui, allez-y, pardon. Voilà. Et je demande à nos collègues de poser des questions à la fin, de mettre des questions, des points d'interrogation, c'est encore plus bon. Je trouve ici, Omaïman qui a écrit, on pourrait avoir d'autres exemples se rapportant à l'adaptation. C'est pas si c'est une question qu'il pose ou bien c'est juste une affirmation. Oui, il y a des exemples, par exemple sur le réseau électrique, il y a des risques physiques qui peuvent endommager les lignes électriques, donc c'est un vrai problème pour les industries, pour les populations. Il y a les cyclones qui peuvent endommager, donc il y a l'élévation du niveau des mers dont j'ai beaucoup parlé. Il y a les sécheresses. D'abord, on peut faire les canicules. En fait, il y a des zones, en fonction du réchauffement climatique qu'on aura, il y a des zones qui seront invivables pour l'homme
parce qu'il fera plus que 37 degrés. Et donc, du coup, on ne pourra pas, avec la transpiration, nous réguler notre corps. Il y a des zones qui seront mortelles, qui seront invivables pour les hommes. Donc, en fait, c'est des gens qui vont se déplacer. Donc, évidemment, par corollaire, les entreprises présentes là-bas ne pourront plus travailler. Une augmentation des canicules, ça impacte aussi le travail des gens. Quand il fait trop chaud, ça devient compliqué. En fait, il y a une multitude de risques qui existent. Donc, après, on peut sortir plein d'exemples. Mais un qui m'avait marqué, moi, c'était ça. C'était ces lignes électriques. C'était quelque chose que je n'avais pas forcément en tête, que j'ai appris récemment. Et les lignes électriques sont sujettes à tension avec les risques physiques. Et ça c'est un vrai problème. Je vois aussi Nora qui revient, non, Refka qui pose une question de savoir, concernant le niveau de risque, comment faire le diagnostic pour évaluer le niveau des risques des changements climatiques pour une région bien déterminée. Peut-être, est-ce que Madame Danielson, vous aviez les slides que j'avais masqués ou pas? Parce que peut-être que je peux les montrer, ce sera plus clair. Sinon, je peux le dire à l'oral. Alors, je vais essayer de les retrouver rapidement. Je coupe mon partage d'écran, puis j'ouvre Non, mais sinon, juste je mon l'ai. Word. Je peux partager moi-même si jamais c'est plus simple. Si c'est plus rapide, oui, s'il vous plaît. Je vais partager. Hop. Alors, globalement, donc là, normalement, vous voyez les slides. En fait, l'idée, c'est donc sur les risques d'adaptation au changement physique, mais c'est pareil en fait sur les risques de transition. Donc, typiquement, une nouvelle réglementation qui nous interdit de consommer de l'eau, une taxe carbone qui devient très élevée et donc mon entreprise n'est plus rentable. Il y a plusieurs diagnostics qu'on peut faire, des diagnostics simplifiés, des diagnostics complexes. Et en fait, on regarde un petit peu ce que je montrais un petit peu au-dessus, c'est-à-dire l'exposition aux aléas climatiques. Est-ce que je suis exposé? Et on peut lister, par exemple, souvent on en liste 8 des risques physiques liés au changement climatique, et puis on voit si je suis concerné ou pas en fonction de là où je suis, etc. On peut simuler plusieurs scénarios du GIEC, scénario plus 1,5 degré, scénario plus 5 degrés, donc les RCP, maintenant les SSP, etc., dans R6. Et ensuite, on regarde la vulnérabilité. La vulnérabilité, donc, du coup, c'est s'il y a tel niveau de risque, est-ce que je suis capable de m'adapter ou pas? Et en fait, derrière, ça peut nous faire ce genre de matrice. Donc, c'est en tout petit, mais globalement, en ordonnée, vous avez l'exposition. En abscisse, vous avez la vulnérabilité. Je regarde, est-ce que je suis plus ou moins vulnérable à tel ou tel risque? On a aussi des diagnostics approfondis où on peut raisonner à l'échelle d'un actif. Donc, par exemple, d'une usine. Alors là, c'est la carte en bas qui est toute petite. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'aller plus loin et de lister nos actifs sur une carte, de mélanger avec plein de bases de données. La Banque mondiale en donne beaucoup, par exemple, sur des niveaux de risque, d'inondation, etc., à une granularité géographique assez fine. Comme ça, on peut voir en fonction d'où sont mes actifs, est-ce que vraiment je suis en difficulté ou pas? Est-ce que là, bon, voilà, on peut mettre des systèmes de score, on peut mettre des pourcentages. Est-ce que j'ai un gros risque de subir des sécheresses dans 15 ans dans le scénario RCP 8.5? Et donc, si la réponse est oui, je priorise un petit peu là où je risque d'être en difficulté. Moi, c'est un territoire, une entreprise, etc. Et ensuite, je réfléchis à des leviers d'action. Donc, par exemple, je délocalise, par exemple, j'investis dans des infrastructures qui vont me permettre de tenir, je change les produits que je vends, je change mon business, ce genre de choses. Il faut avoir en tête que c'est pas aussi précis que ce qu'on voudrait aujourd'hui. Il y a encore c'est une donnée très granulaire sur le risque physique. On n'a pas toujours la donnée granulaire, mais il y a un travail qui se fait de plus en plus. Il y a plein de bases de données qui existent. Il y a des outils un peu robustes qui commencent à se mettre en place. Mais l'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, de mapper un petit peu où sont mes risques et après d'essayer de trouver des leviers là où mes risques sont les plus importants. OK. Merci pour... S'il y a d'autres suggestions par rapport aux réponses données, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat box. Ouais, Nous avons voilà, Nora qui revient. Vous demandez que les standards SBT et ACT ont des cibles différentes, mais qui se complètent. Pourquoi ne pas compiler macro et micro? Alors déjà, ça dépend de ce qu'on appelle cible. Globalement, ce que regardent les deux standards, c'est est-ce qu'on est aligné avec les accords de Paris.
Est-ce qu'on est à 1,5 degré ou well below 2 degrés, c'est-à-dire bien en dessous de 2 degrés? En fait, effectivement, on pourrait les compiler, mais pour répondre à la question, en fait, c'est déjà ce qu'on fait, parce que je travaille beaucoup j'ai pas mal développé les méthodologies ACT. Et en fait, sur la partie est-ce qu'on est aligné avec une trajectoire bas carbone, on utilise SBT. Et parfois, on affine même, parce que SBT, par exemple, sur l'acier, on a l'acier tout court, alors que nous, on a créé plusieurs routes, c'est-à-dire façon de produire de l'acier, route primaire à partir du minerai, route secondaire à partir de scrap, donc d'acier recyclé. Donc, on peut affiner un petit peu ces calculs, mais donc ACT, ce qu'essaie de faire ACT, c'est de reprendre les méthodologies de Science Based Target pour créer ces trajectoires bas carbone. Donc, en fait, c'est déjà un peu le cas. Parce qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de faire des choses qui n'ont rien à voir et qu'après, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Après, l'avantage de SBT, c'est qu'on est sur un sujet très précis. Une trajectoire bas carbone, c'est plus rapide à mettre en place. Sur ACT, c'est une évaluation plus lourde, qui prend plus de temps, qui regarde d'autres indicateurs, qui est plus complète. Mais on pourrait très bien ajouter le questionnaire CDP, qui est un questionnaire en fait sur notre reporting climat et qui nous demande notre scope 1, 2, notre scope 3, est-ce qu'on a un prix interne du carbone dans notre stratégie qui est pris en compte, etc. On pourrait très bien dire voilà, pourquoi il y a aussi ce questionnaire-là. Aujourd'hui, en fait, il y a certaines méthodologies qui émergent, mais c'est encore plus le cas sur la biodiversité, où il y a certaines métriques, certaines méthodologies qui émergent, la biodiversité étant beaucoup plus compliquée que le climat, beaucoup plus local, beaucoup plus de variables. Et in fine, il faut espérer que tout ça converge un peu pour que ce soit plus simple pour tout le monde pour s'y repérer, sans forcément être un spécialiste qui a travaillé sur tous ces sujets-là. C'est ce que demandent les entreprises, en tout cas. OK, merci pour cet apport, again. Il y a Ella qui demande, ça c'est juste un request, il demande si on pourra avoir la présentation par email. Ça c'est juste une request. Et Refka qui revient, sur combien d'années on peut évaluer les risques? Ça dépend des méthodologies. Là, j'ai essayé de présenter quelque chose d'assez... c'est la philosophie globale, disons, mais après, en fonction des outils, en fonction de la volonté de l'entreprise ou du territoire d'aller plus ou moins loin. Mais globalement, on peut aller jusqu'en 2050. Après, aller jusqu'en 2100, ça me paraît un peu farfelu parce qu'en fait, on sait vraiment, déjà 2050, on ne sait pas trop, mais 2100, c'est très loin. Mais on peut aller jusqu'en 2050 en théorie parce qu'on a le réchauffement, les scénarios du GIEC nous donnent des choses jusqu'en 2050. On peut aller effectivement s'aligner sur 2030 avec les ODD. On peut aller sur court terme. Science Based Target, par exemple, il y a deux bouts. Il y a la partie target court terme, qui est celle qui est la plus connue aujourd'hui, et c'est entre 5 et 15 ans maximum. Ils vont même passer à 5 à 10 ans, pour vraiment qu'il y ait un effet maintenant sur notre trajectoire bas carbone, pas les réduire en 2050, mais maintenant. Et après, on ajoute une trajectoire long terme qui, elle, va jusqu'en 2050. Et donc, du coup, là, il faut réduire encore plus nos émissions et neutraliser les émissions résiduelles, c'est-à-dire investir dans des puits de carbone. Et donc, voilà, on a ces deux notions sur, par exemple, Science Based Target, donc je m'éloigne un peu de la question. On a du court terme, du long terme, sur les risques physiques. C'est intéressant, je pense, de regarder les deux. Et après, en fonction des besoins, on peut regarder les deux. Sachant qu'en 2050, un monde à plus 4 degrés, c'est très compliqué d'imaginer. Alors, il y a une incertitude assez élevée, on voit ça dans les rapports du GIEC, sur ce qui pourrait se passer au niveau local. Okay. Il y a encore Nora qui revient. Nora qui demande, il dit, la capacité d'adaptation est importante, mais loin d'être suffisante. Nous devons changer l'économie pour aller d'une simple gestion des risques et des impacts vers une économie dirigée vers l'obligation de respecter à court terme un certain niveau de décarbonisation. Changer son mode de production ou stopper la production. Vraie responsabilité. L'entreprise aujourd'hui cherche à minimiser les risques du point de vue managérial RSE, par exemple. Est-ce finalement efficace ou s'aligner sur les ODD de l'agenda 2030? C'est la question que tout le monde se pose. On voit bien qu'on doit réduire nos émissions de X% par an. On n'y arrive pas, ça continue d'augmenter. Il y a la question de la croissance versus la décroissance, la question de la croissance verte. En Europe, on parle beaucoup de croissance verte. Avec cette idée de découplage, on peut continuer à augmenter le PIB mais en réduisant notre impact environnemental, pas seulement sur le CO2 équivalent, mais l'impact environnemental globalement.
Est-ce qu'il faut imposer des choses? C'est sûr, c'est que la réglementation aura un rôle important, au-delà juste des incitations. Par exemple, stopper la vente de véhicules thermiques à une certaine période, par exemple, arrêter de consommer tant d'eau dans des zones avec des stress hydriques, etc. Il y a plein de choses à inventer et c'est une question, ça pourrait être une thèse en fait. Donc, c'est très compliqué. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, a priori, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Il y a la question que les entreprises veulent maximiser le profit. Pour l'instant, c'est ça qui prédomine. Est-ce que c'est compatible avec une réduction de la prédation de l'homme sur l'environnement? A priori, non. Enfin, en tout cas, ce qu'on voit sur le passé, non. Voilà, on verra ce qui se passe dans le futur. Ça, il y a plein de modèles à inventer, pas forcément même au niveau local. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on invente. OK. Je pense qu'il y a Olivier qui vient, mais Refka, d'abord, après avoir posé sa question de combien d'années on peut évaluer les risques. Olivier est venu avant Refka, mais je veux enchaîner par la suite de Refka, qui dit « Merci de la réponse. Est-ce qu'on peut évaluer les risques des changements climatiques sur la végétation, l'apparition ou l'extinction des espèces végétales? Quel est le modèle le plus efficace? » Je ne connais pas exactement un modèle pour évaluer ça au niveau de la biomasse. Ce que j'imagine, c'est que c'est très, très local, donc très, très compliqué. J'imagine que ça doit plus être des évaluations un peu au cas par cas, et qu'un modèle ne peut pas prendre en compte toutes les variables qui dépendent trop du pédoclimat local, qui dépendent trop de plein de variables. Je n'ai pas ça en tête. Je sais que sur l'adaptation, vous avez plein de données qui existent, mais qui ne sont pas aussi granulaires et pas forcément juste sur la végétation. Ça peut combiner pas mal de choses. Et il y a plein de données qui existent. Il y a des outils qui essayent d'agréger un peu toutes ces données pour faciliter le travail de tout le monde et juste d'avoir une belle carte. Et nous, on indique ce qu'on fait et ça nous donne un petit peu des niveaux de risque. Et on peut se plonger dans la méthodologie pour comprendre comment ça fonctionne. Mais là, je n'ai pas en tête quelque chose de précis sur la végétation, notamment avec cette barrière locale, je pense, qui est importante. OK, merci pour... Juste pour dire, comme le temps, nous avons pas mal avancé sur le temps, je propose qu'on enchaîne d'abord avec la présentation de Madame Keita et qu'ensuite on reprenne sur les questions pour être sûr d'être dans les temps par rapport au temps imparti au webinaire. Oui, très bien. Merci. Merci, Karine. Donc, les intervenants, nous gardons vos questions en veilleuse et ça va revenir sur la plateforme pour vous satisfaire en termes de réponse. Donc, Madame Keita, vous avez la